C'est fascinant ce truc. Allez, tout le monde étant là, et Hugo étant là avec son chronomètre, son surveillomètre, Isabelle a retrouvé sa caméra. On va partir. Euh, Ce que je voulais vous proposer ce soir. Alors, dans l'atelier, le cycle geste-usage, j'avais vraiment envie de ce truc-là sur la forme d'une ville, là, le double rêve de Roubaud. D'une part, parce que toujours dans cette idée que on réfléchit en même temps sur comment réutiliser ces propositions, comment travailler soi en atelier. C'est un bouquin, La forme d'une ville, dans lequel, là, sur les 200 pages, il y a au moins 20 ou 30 qui peuvent être utilisés soit pour soi-même en mode carnet, soit avec des publics même très jeunes, collège, etc., mais pas seulement. Et ce truc double rêve, c'est pas le lieu d'en parler, mais ça a sacrément bien amorcé. J'ai pas encore tout lu. Attendez, si je passe en mode écran très très vite, euh, partager l'écran, où est-ce qu'il est? Il faut pas que je fasse des bêtises et que je perde de temps. Ça doit être ça. Voilà. On est parti sur, tiens, ben voilà, Géraldine. Est-ce qu'elle a respecté? Ouais, on a vraiment ça. C'est vraiment du copier-coller. Et dans le copier-coller, une variante. Là, j'ai pas le temps d'aller. J'ai pas encore. Le feu est rouge. Le feu n'est pas encore vert. Bon, ça, c'est des syllogismes. J'ai pas le temps d'aller voir de près. Mais à chaque fois, c'est comment le fond, c'est comment une représentation directe de scène dans la réalité, si de l'intérieur on la transforme, eh ben, on transforme la réalité perçue, on transforme notre propre illusion de réalité. Donc on est sur un fonctionnement littéraire qui est vachement, euh, enfin, beaucoup plus complexe que le geste de dire, tiens, je fais le copier-coller, puis je change un petit détail. Et pour certains, ouais, on a déjà commencé, certains d'entre nous, à reprendre en commentaire. Hop là, je copie ça. Brigitte l'a fait la première. Et quoi? Zut, je l'avais fait aussi tout à l'heure. Euh, Ah non, c'est pas celui-ci que j'avais fait. Bon, j'ai le truc. Mais à rajouter nous-mêmes d'autres variantes. Voilà, ça c'est. Et donc, comme je m'étais mis dans Roubaud. Là, c'est l'atelier hebdo, mais pour moi, c'est formidable que ça commence à interagir les uns avec les autres. Et comme ce bouquin est lié à cette espèce de diptyque dont je parlais dans la vidéo là, sur Atelier Hebdo, poésie, deux points, dans lequel Roubaud raconte par exemple ses stratégies de marche dans Paris. C'est extrêmement... c'est un bouquin qui est devenu peu classique maintenant, et en double, il y a cette opposition mathématique. Poésie, mathématique, parce que lui, ça participait, je veux être poète, donc là, je me répète par rapport la vidéo là, de l'atelier. Donc, je veux un bouquin, un travail qui me permette d'avoir la paix pour être poète en dehors des heures de service, et bah, je vais faire prof de maths, surtout pas d'études littéraires. Et là, il raconte son parcours dans les maths, sauf que c'est pas du tout indépendant. Et puis à la fin, il y a cette histoire de service météo de l'armée, euh, en tant que jeune étudiant matheux sursitaire, de donner le feu vert pour que les retombées de la bombe atomique, la première bombe atomique française, s'en aillent vers le Sahara noir et ne remontent pas vers les bons blancs qui ont lancé la bombe. Et en relisant mathématiques, je suis tombé sur un passage. Alors, franchement, je l'ai jamais essayé avec personne. Et première fois, je me suis dit, ah, tu peux pas leur filer ça, ça va être trop compliqué. Il y a que Christine Janet qui va pas se dégonfler et tout ça. Puis finalement, je me suis dit, non, non, plus on donne des trucs funambules, plus ce qu'on récolte, c'est génial. Donc, on y va. Ceci dit, c'est quelque chose, alors que j'ai jamais essayé, mais qui me tarabuste en même temps toujours, par exemple, à partir de Proust. Si je repars en partage écran,
Où est-ce que je vais le trouver? Ça doit être ça. Voilà. Donc là, j'ai ouvert à la recherche du temps en perdu. Il n'y a jamais un personnage dans la recherche du temps perdu qui ne soit pas défini. Et ça, c'est pour Proust, c'est quelque chose qui vient, enfin, beaucoup de Saint-Simon en particulier, mais de lien à comment la personne parle. C'est-à-dire que la personne, et c'est vous savez, cette scène au début de la recherche, là où il y a les deux tantes, je sais qu'on en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, les deux tantes là, qui veulent remercier Swann de leur avoir fait passer une caisse de vin. Et elles sont tellement berlificotées dans leurs paroles que Swann ne comprend pas que c'est la phrase de remerciement, que le grand-père ensuite les... Mais justement, parce qu'elles parlent en berlificoté, il n'y a que l'une et l'autre qui arrivent à se comprendre. Et quelquefois, je pense à, par exemple, ces vieilles domestiques là, qui passent son temps à tricoter là, tout en haut dans l'hôtel de Balbec, là, dans les chambres de Bonne, et qui utilisent un français quasiment pur du XVIIe siècle. C'est la façon dont les personnes parlent qui, chez Proust, permet de faire cette espèce de lien incessant où le personnage surgit à travers sa façon de parler. Alors, en cherchant un exemple, celui qui me revenait, c'est la marquise de Cambremer. Et cette marquise de Cambremer, elle a un statut, si vous vous en souvenez, c'est la seule personne vivante à l'époque qui avait appris le piano directement avec Chopin. Et donc, elle est dépositaire là de cette façon de Chopin d'enseigner, etc. Et c'est quelqu'un qui parle toujours en mettant trois adjectifs. Il y a des passages entiers où Proust s'amuse à parler avec trois adjectifs à cause de la marquise de Cambremer et tout ça. Et là, il y a un autre passage qui évidemment est d'anthologie. On est à Balbec. La marquise ne se lassait pas de célébrer, donc la marquise parle, la superbe vue, qu'elle n'habitait pas, etc., ne voyait les flots que de si loin. Elle avait deux singulières habitudes, mais deux singulières habitudes qui vont être uniquement pour ce qui concerne la façon de parler. Son amour exalté pour les arts et surtout pour la musique et son insuffisance dentaire. Et là, évidemment, dans Proust, c'est le gros comique et tout ça. Chaque fois qu'elle parlait, ses glandes salivèrent comme celles de certains animaux au moment du rut. Alors, c'est pas moi, c'est Proust. Hein. Entrait dans une phase d'hypersécrétion telle que la bouche édentée de la vieille dame laissait passer au coin des lèvres, légèrement moustachu, quelques gouttes dont ce n'était pas la place. Aussitôt, elle les ravalait avec un grand soupir. Enfin, s'il s'agissait d'une trop grande beauté musicale dans son enthousiasme, elle levait les bras, proférait quelques jugements sommaires, énergiquement mastiqués au besoin venant du nez. Alors évidemment, on est au bord, là j'ai pris ce passage parce qu'on est carrément dans l'amplification, la caricature, mais dans l'espèce de grande nappe permanente de Proust, ces espèces d'excès de caricature, bah, c'est ce qui relance la machine et quand on le prend comme ça un passage, on se dit, mais attends, c'est ce truc, c'est délirant, c'est cynique, c'est vulgaire. Alors que quand on le lit dans le mouvement, on voit tout ce personnage qui passe, rattraper la salive, assécher la moustache. Voilà. Donc ça, c'était juste euh, pour situer un petit peu ce truc-là. Alors nous, on a travaillé sur le dialogue, on a travaillé sur ce truc-là, mais même quand on a travaillé sur fait des exercices dialogue, ce que je n'avais jamais pensé travailler, que ce passage de Roubaud là, que je vais vous montrer m'a mis complètement, enfin, je trouve qu'une espèce de flash, c'est travailler non pas sur ce qui est dit, mais travailler sur comment c'est dit. C'est-à-dire la façon qu'on a de faire des phrases. Pour certains, c'est ne jamais finir la phrase. Pour d'autres, c'est embrayer trois débuts de phrase. Et puis, pour d'autres, ben, je vais vous montrer le texte de Roubaud. Ce sera plus clair. Alors, attendez, parce que je l'ai fermé sans faire exprès. Euh, je vais... Ou alors directement le PDF. Tiens, voilà, ça va être plus simple. Je le grossis. Donc, on est dans ce flux de mathématiques. Attends, je repasse là, partage écran. Un jour, il faudra que je fasse ça silencieusement. Mais je me gourre moins si je le fais non silencieusement. Voilà ce passage. Donc, vous voyez, ça va être très bref. Là, je l'ai copié en gros, mais en gros, ça fait 2 pages de mathématiques. Il y a toujours ça quand même, c'est bien d'en parler.
Dans Roubaud, donc tout est écrit avec une structure, c'est-à-dire qu'on sait toujours, on est chapitre 48, paragraphe 34. Et chaque fois, il y a une espèce de lanceur. Et ça, c'était bien avant le traitement de texte. Là, justement, j'ai regardé la vieillesse d'Alexandre, là, qui travaille déjà comme ça. C'est-à-dire que Roubaud se donne toujours des structures, il se donne des tables des matières, mais toujours des petites parcelles. C'est-à-dire que dans sa tête, il énonce le thème de ce dont il va parler. Et tout ce cycle qui s'appelle donc le grand incendie de Londres, avec euh, c'est que le Seuil a rassemblé, donc il y a Grand Incendie de Londres, l'abominable tisonnier de John MacTaggart, Ellis MacTaggart. Là, on avait fait des essais d'écriture sur les vies brèves, donc poésie et mathématiques. Il y a la bibliothèque de Warburg, il y a Warburg, pardon, il y a la boucle et tout ça. Et le Seuil a fait une espèce de gros bouquin où il y a les 5 maintenant. En trucs pirates, on les trouve tous aisément et si vous les voulez, je peux mettre ça très discrètement dans le FTP dès ce soir. Et pourquoi je dis ça, c'est que chez Roubaud, il reprend, par exemple, là, il vient de publier chez nous, ça, il y a 2 ans, un truc, c'est comment, en 1961, cette espèce de grand projet, là, est venu et que ce qu'il a fait en poésie, c'est d'un côté, mais ce qu'il a fait en prose, je surveille mon temps, mais ça va, c'est tout entier scénarisé par cette espèce d'éclatement permanent euh, rassemblé par cette idée. Alors, si je reviens là à ce euh, passage ici de mon PDF, voilà, c'est ça. Là, chapitre 48 et incise numéro 34, on a une phrase qui est un thème et qui concerne justement le personnage là dont il vient dont il vient déjà, un personnage qu'il a déjà introduit et qu'il prend maintenant sur sa façon de parler. C'est-à-dire, il effectuait aussitôt plusieurs sauts ultérieurs instantanés, d'où son habitude de s'emparer des raisonnements des autres, à l'état naissant dans leurs phrases et de les terminer avant eux. Ça veut dire qu'il coupe la parole et qu'il prend l'idée en disant attends, moi je te chope, là, et il n'y a rien de plus pénible que ces gens-là. Et il y a ensuite ces commentaires. Nous vivons au futur antérieur maintenant qu'on passe. Alors, ma seule réticence, c'est que Roubaud, c'est quelqu'un de compliqué et qui écrit compliqué. Et que surtout, dans la loi qui s'est donnée, non pas pour sa poésie, mais pour tous ses bouquins, poésie, mathématiques, Grand Incendie de Londres, Warburg et tout ça, c'est qu'il ne relit pas. C'est-à-dire qu'il écrit et pour lui, c'est un matériau, c'est-à-dire paragraphe 38, non, chapitre 38, incise numéro 34, je vais écrire sur comment les gens parlent. Bon, eh ben, je vais écrire ça et je laisse la rhétorique, je prendrai comme deuxième exemple, etc., mon troisième exemple. Ensuite, ma mère, et là, c'est pas, la mère n'est plus un exemple, et ce truc très singulier, mais bon, on laisse Roubaud faire. C'est sa compagne, j'allais dire de l'époque, j'en sais rien, mais euh, c'est pas si simple que ça, heureusement, puisque elle écrivait, Marie, et elle publiait, Marie, donc c'est pas la question. Mais là, elle fait pas la conversation pour rien dire, comme les autres, donc j'interprète juste ça comme ça, et faut pas aller chercher midi à 14 heures là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, enfin, et ce qu'il faut, je dirais, ce qu'on peut renverser d'un texte qui est ni fait ni à faire, mais on peut le renverser pour nous comme atout. C'est-à-dire que la poésie de Roubaud, si vous avez lu Quelque chose de noir, là, après le décès là, de sa compagne avant, Marie, Alix Cléo Roubaud, là, la photographe, c'est un sommet. Et, mais j'entre pas plus là, mais là, dans cette espèce de creusement, c'est presque pas un travail de journal, puisque c'est qu'est-ce que j'écris pour répondre à l'incipit que j'ai écrit sur ce type-là, Pierre L. Si je pense à Pierre L., je veux rentrer dans ce truc que si quelqu'un lui parlait,
eh ben, lui, il se projetait dans qu'est-ce qu'allait être la fin de la phrase de ce type, et il racontait la fin de la phrase, alors que l'autre était encore loin d'y être parvenu. Et par contre, il y a ce début, alors j'ai pas cherché à, si j'avais été avec mes étudiants de Cergy, c'est sûr que dans le montage, j'aurais fait un petit montage à 4 comme ça, mais ça, je l'aurais pas mis dedans. J'aurais mis tout de suite, j'aurais viré là et j'aurais mis Pierre L est un exemple. Mais le sens du présent, j'en ai collectionné avec le temps plusieurs exemples. C'est-à-dire que des manières de se comporter dans émettre une phrase seul quand on parle ou émettre une phrase dans une discussion avec quelqu'un, bah lui, il en a fait un inventaire. Alors j'en ai collectionné avec le temps. Roubaud, c'est quelqu'un, vous savez, il y a un grand classique qui s'appelle Les Arts de la mémoire de Frances Yates. Je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'avoir traversé, mais on pourrait en parler aussi. Et Frances Yates, elle reprend depuis Homère et les Grecs toutes les techniques de mémorisation, mémorisation par l'espace, par les questions de rime, par les questions de tout ça, les questions, enfin bon, peu importe, mais pour Roubaud, les arts de la mémoire de Frances Yates, ça a été une sorte de révélateur. Et même maintenant, là, à 90 balais, il est capable de dire, ben non, j'ai marché 2 heures, mais maintenant, je ne peux plus retenir que 3 verbes. La mémoire immédiate n'est plus ce qu'elle était. Tu comprends, cher François. Et il a toujours travaillé dans la composition mentale, c'est-à-dire que j'en ai collectionné avec le temps plusieurs exemples. J'imagine pas que Roubaud ait des carnets, par exemple, avec des trucs comme ça. Je sais pas où est-ce qu'il stocke ses idées, je n'ai jamais demandé et il raconte pas, mais je pense tout simplement que quand il élabore ce processus, chapitre 48, à propos de Pierre L, il y aura une incise numéro 34 où il s'agira de se référer à exemples collectionnés au cours du temps de comment les gens disposent de particularités de parole quand ils sont avec vous ou dans une conversation de plusieurs personnes que je connais ou ai connues, contrairement à ces vies brèves là, de mathématiciens, de scientifiques là, dans Abominable tisonnier de MacTaggart. Vous voyez, quand je dis que c'est pas écrit, bon, excusez-moi de la phrase, j'en ai collectionné. Je me suis fait avec le temps une collection. Bon, un étudiant me donnerait ça, je dis, écoute, mon petit pote, là-bas, là, dans ce cas-là, vas-y, tu vires ça, et puis tu gardes particularité de parole, et ça, tu le mets ici. Mais ça, c'est de l'écriture de premier jet. Sauf que Roubaud annonce, dans le Grand Incendie de Londres, qu'il va explorer toute sa boucle en élargissant chaque fois en spirale les thèmes, et que pour chaque incise, eh bien, ce sera une écriture de premier jet qui ne sera ni reprise ni corrigée et qui va faire ce déploiement-là de dizaines, d'une grosse dizaine, ou je ne sais même pas s'il en a pas une vingtaine de bouquins maintenant. Donc, c'est là où j'ai hésité et je me suis dit ça, c'est-à-dire que là, on va avoir un thème, c'est-à-dire il part d'un exemple, ce Pierre L dont il vient déjà de parler juste avant, et là, il donne le pitch, c'est-à-dire je me suis fait avec le temps une collection, retour en arrière, une collection des particularités de parole de plusieurs personnes que je connais ou ai connues. Euh, Tandis que Proust, lui, la Cambremer comme Le Grandin et tous les autres, ce sont des êtres de fiction, même rebâtis avec des sources plurielles qu'on peut, elles, identifier. Bourbaki, là, c'est le rapport donc au collectif de maths. Ensuite, c'est sa manière, donc il parle toujours. Et ben, là, on pourrait lui dire, si je vous dis, si j'avais préparé le truc pour les étudiants, hop là, j'aurais sucré ça. Et là, tu dis, j'aurais réécrit Roubaud. Et pour moi, ça aurait été le travail. Mais nous, ce qu'on va dire, c'est que justement, ce soir, ben, on va faire comme lui, on va faire du premier jet. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de comment on écrit. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être que ça vaut le coup d'aller y voir si on se dit qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à faire écriture avec 3, 4 guillemets, mais que ce qu'on prend de Roubaud,
c'est que l'écriture, avec le même nombre de guillemets, puisqu'il l'affirme, c'est sa publication, c'est ses bouquins, mais que le pacte avec les lecteurs, le contrat avec les lecteurs, c'est que euh, on suit Roubaud dans une exploration qui ne se corrige pas et qui sera publiée dans son expansion en spirale. Et donc là, pour moi, j'aurais retravaillé une collection des particularités de parole de plusieurs personnes. J'en donnerai quatre exemples, quatre seulement, de quatre exemples. Le premier. Alors là, euh, deuxième hésitation, je raconte un peu mon processus plutôt qu'une proposition, mais les deux vont ensemble et 19h21, c'est très bien. De, soit, là, Proust, j'ai pris Cambremer, et c'est comment parle Madame de Cambremer. Et selon les interlocuteurs, selon les thèmes de la conversation, selon l'endroit où c'est, etc. Roubaud dit, je donnerai de cette collection, je donnerai quatre exemples. Euh, est-ce que vous êtes capable, là, en 40 minutes, de faire quatre exemples? C'est quand même violent. Est-ce que vous me faites un seul exemple? Et là, on est mardi comme d'hab, puisqu'on est les mardis. Eh ben, d'ici vendredi, vous m'en rajoutez d'autres. Ça aurait pu faire un atelier hebdo. En atelier hebdo, j'aurais dit, ben, vous avez votre semaine, faites-moi quatre exemples. Mais là, en 40 minutes, c'est pas ça. Alors, je vous laisse les parcourir. Alors, ce Jean Quéval de l'Oulipo, dont j'ai jamais entendu parler pour une bonne raison, c'est qu'il doit être mort, l'un de ses membres fondateurs, ne terminait, pour ainsi dire, jamais ses phrases. Là, c'est l'humour de Roubaud, toujours léger. J'insère un pour ainsi dire, car je ne fus jamais sûr, entièrement sûr, du fait que ces phrases n'étaient pas achevées. Il ne terminait, pour ainsi dire, jamais ses phrases, parce que j'étais entièrement sûr du fait que ces phrases n'étaient pas achevées. En premier lieu, parce que la notion de phrase chez Jean Quéval n'était pas du tout claire pour ses interlocuteurs. Quand on sait ce que c'est que l'Oulipo, on ne s'étonne pas que c'était un peu leur genre et que ça le reste. Ni les débuts, ni les milieux, ni les constructions. En second lieu, parce que ces phrases étaient sérieusement inaudibles, parce qu'il les prononçait extrêmement vite. Et là, on retrouve le syndrome Cambremer, entrecoupé de sortes de chevalin peu distinct, comme si c'est forcé. Parler ça, ouais, et placé de telle manière qu'il découpait les propositions principales. Bon, je m'amuse avec Roubaud, mais n'empêche que c'est ces au milieu des phrases dont il est en train de parler dans sa machine. Et il annonce que dans la branche 5 de son ouvrage, on retrouvera aussi François Le Lyonnais pendant la bifurcation A, eh bien, on va retrouver ce personnage qui s'appelle Jean Quéval. Je prendrai comme deuxième exemple, c'est très bizarre parce qu'il chemine en même temps, donc il y a sa compagne là, Marie, mais je ne sais pas franchement ce que vient faire cette phrase-là. Elle est purement rhétorique et pour moi, c'est pas, elle correspond pas à la grande discrétion et la grande élégance de Roubaud, même quand ils étaient tous les deux et qu'on était avec eux. Mais donc, le truc, c'est d'arriver à ma mère. Et là, c'est du costaud, du sérieux. Et pour arriver à la mère, il prend comme deuxième exemple, non pas son père, mais un vieil ami de mon père, de l'école normale supérieure, la reproduction sociale, comme disait Bourdieu, son père ayant fait l'école normale, il fallait bien que lui fasse Henri IV et ainsi de suite. La phrase d'Arnois était incompréhensible, donc nous, on va être quand même pas toujours dans les incompréhensibles. Sa pensée se précipitait avec une telle rapidité à la rencontre des conséquences et des développements qu'il n'était littéralement pas possible. Voilà, nous, on est là dans deuxième personnage. Le troisième, alors c'est Florence Delay, qui est personne là aussi, qui est très proche de Chailloux et Roubaud, que moi j'ai considéré comme une amie. On a toujours correspondu sur son approche de Nerval et tout ça. On a fait des trucs ensemble et tout ça. Et puis un jour, il y a eu un grand malheur. La pauvre Florence, elle a été élue à l'Académie française. Ben, j'ai jamais eu un seul contact avec elle depuis, ni un mot, ni un bouquin, ni rien du tout. Euh, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. J'ai observé chez elle, de manière épisodique, dans des contextes, je dis ça, des coupures soudaines dans l'énonciation. Florence s'exprime le plus souvent avec une grande élégance et netteté, de langue autant que de diction. Elle aussi, elle n'est pas née dans à la Courneuve en Seine-Saint-Denis.
La raison est liée à la raison est liée à la prévision de l'écoute de l'auditeur. Elle n'a pas de modeste, n'a pas de raison d'envie. Florence sent qu'achever une phrase ordinaire. En fait, il ne s'agit pas vraiment de phrase ordinaire. C'est vrai qu'une personne, elle a encore telle culture et élégance, serait abusée du temps d'attention de celui ou celle, plutôt celui à qui elle parle, qui n'en a pas beaucoup pour les autres, pour les paroles des autres, s'entend. Et là, rien qu'avec ces 5 pages, on a aussi une image de parole. Et pour la mère, si je pense ça, elle ne laissait pas, contrairement aux 3 autres, ses phrases en suspens, en évanouissement, mais elle avait l'habitude, en répondant à n'importe quelle phrase affirmative à laquelle elle se sentait obligée de répondre, de la commencer par un mot, un seul, qui exprimait exactement le contraire de ce qu'elle avait dit. Elle commençait sa phrase par non. Et ce non n'était pas exactement ce non qui veut dire oui, qui est d'emploi assez courant en français oral, par lesquels on montre son approbation. Ah non, 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 ah non. Mais plus spécifiquement, ce même non, etc., etc. Voilà. Alors ça, euh, là, moi, je suis à mon temps bougé. Je mets le PDF dans le chat et je l'envoie. On fait toujours du premier jet. Question de Gilda. Bien sûr, on fait du premier jet, mais du premier jet qui s'annonce comme devant être travaillé ou qui résulte déjà de l'intention que ce soit un texte publiable. Euh, et là, le truc de Roubaud, c'est dire que ce qui est publié, c'est le premier jet. Et là, mentalement, je pense qu'il y a un petit décalage. Khadija, j'ai pas trouvé la forme d'une ville. Je sais pas si je l'ai en numérique, je crois pas, mais il est en poche et tout ça, donc on doit. Voilà. Voilà. Donc si je résume, mais maintenant vous pouvez arrêter et partir à écrire. Le texte de Roubaud que je vous donne, il y a 4 exemples. C'est 4 façons de parler de gens qui sont dans le monde de Jacques Roubaud, donc des Oulipiens, des gens comme Florence Delay, ou pour arriver jusqu'à sa mère, et ce passage-là qui pour moi, Roubaud a mis très longtemps à arriver à cette espèce de simplicité autobiographique, ce petit trait de parole de sa mère qui commence par dire non, même si elle continue sur le mode affirmatif. Et donc à vous de gérer, pour moi, de prendre je pense qu'en 40 minutes, un personnage, mais un personnage, comment il parle. Si ça vous facilite de faire, de choper ces personnages, donc on n'est pas dans le dialogue, on ne produit pas le dialogue, on produit simplement la façon de parler du personnage. Si c'est en 3, 4 lignes, ce personnage, et puis qu'on passe à un autre personnage le grand-père, le voisin, le mec dans la rue, le type au boulot et tout ça, eh bien, à ce moment-là, mieux vaut en faire 4 de 5 lignes, enfin 4 brefs, qu'un seul long qui deviendra quelque chose de l'ordre d'une disserte. Mais en tout cas, le défi, donc je ne parle plus de Rimbaud, je rouvre plus le dossier, mais c'est un exemple où la multiplication comme ça de ces incises et de ces chapitres fait qu'à un moment donné, il peut se concentrer pour arriver sur un trait de parole qui n'appartenait qu'à sa mère, sur comment parlent les gens et avoir fait collection de façons bizarres qu'ont les gens de parler. Et à partir de là, on a de quoi s'occuper bien 40 minutes, tranquille, depuis Saint-Étienne ou la Corse. Ouais, ouais, j'arrête. Je suis déjà arrêté depuis longtemps. Ou la Bretagne, ou la Guadeloupe. Ah ben, plusieurs Bretons. Ou de Toulouse. Et les autres, je sais pas. Betty, t'es où, toi? Dans les Pyrénées-Orientales. Mais Dans à les quel, Pyrénées-Orientales. vers quel À Céré, précisément, près de Ah, Perpignan. Serré. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Non, parce que je pensais à la Confédération Occitane là, avec Rebecca, mais non, c'est pas exactement le moment. La plus belle ville du monde. Allez, je vous laisse explorer ça.